Pour l'heure, Napoléon a d'autres soucis. Malgré sa victoire récente à Ulm, sa position n'est pas des plus favorables. Isolé au cœur de l'Europe, il risque d'être victime de l'audace même dont il a fait preuve. L'hiver arrive, on est en novembre, il fait froid. La population tout autour est hostile. Les Russes seront bientôt là pour appuyer les Autrichiens. Et à 1600 km de Paris, les approvisionnements sont difficiles. Le continent européen est comme un énorme piège prêt à se refermer sur la grande armée. La Prusse est sur le point d'entrer en guerre à son tour, et le 22 novembre, les armées russes et autrichiennes ont enfin fait leur jonction. Ils sont désormais 90 000 contre 75 000 Français. Tout individu sensé aurait abandonné et essayé de trouver un arrangement. En fait, il n'y avait que deux possibilités, reculer ou avancer. Napoléon ne reculait jamais. Alors il s'est dit, allons-y pour encore une bataille. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Napoléon, qui a relu le récit des campagnes de Frédéric II, reconnaît le terrain, étudie les cartes et choisit très précisément l'emplacement où il va livrer bataille. Un terrain vallonné près du village d'Austerlitz, avec un plateau entouré de bois et d'une zone marécageuse. Napoléon sait que s'il parvient, malgré son infériorité numérique, à pousser le tsar à l'attaquer où et quand il le veut, il a une bonne chance de l'emporter. Napoléon sait que les ennemis savent qu'il est en situation difficile. Donc il va exploiter, c'est un peu comme le judo, il va exploiter cette faiblesse apparente pour la retourner contre l'ennemi. Il va faire croire à l'ennemi qu'il a peur. Le champ de bataille choisi par Napoléon est dominé par une hauteur qui s'élève en pente douce, le plateau de Pratzen. Si je voulais contenir l'ennemi, c'est là que je prendrais position. Mais ce ne serait qu'une bataille ordinaire. J'entends obtenir un succès définitif. Napoléon a son état-major. Sa manœuvre sera la suivante. Alors que son centre contrôle le plateau de Pratzen, il va délibérément sacrifier cette position pour inciter les Russes à attaquer là. Donc, en conservant simplement une mince ligne de défense sur son aile droite, il retire ses troupes du plateau et laisse l'adversaire s'en emparer. Les Russes se sont dit, c'est gagné. On tient les hauteurs au sud où les Français sont peu nombreux, on va les attaquer là et bousculer toute leur armée. Napoléon avait bien jaugé son adversaire. Devant son état-major, le tsar se prononce pour une attaque immédiate. Aux côtés du tsar, il y a Koutouzov, un vétéran qui combattait déjà dans l'armée russe sous le règne de Catherine II. Koutouzov a essayé de modérer les ardeurs du tsar. Il sentait le piège. Il n'a peut-être pas exactement compris, mais il a senti. C'était un vieux renard. Mais revenons à la veille de la bataille. Dans la soirée du 1er décembre, après avoir dîné de son plat préféré, pommes de terre frites et oignons, l'empereur passe ses troupes en revue. Il est particulièrement calme et de bonne humeur. Voilà la plus belle soirée de ma vie, dira-t-il avant de rentrer sous sa tente. Les acclamations des soldats ont fusé sur son passage. « Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur !» Et les hommes allument des torches qu'ils brandissent pour acclamer leur général. Le camp français tout entier est comme illuminé. Les généraux russes et autrichiens, qui voyaient ça de loin, furent convaincus que les Français mettaient le feu à leur bivouac avant de commencer leur retraite.